Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 16 mars. Dans cette édition, découvrez la plateforme des archives municipales de Metz, Metae, la mémoire en cartographie numérique de la capitale mosellane. Plus d'écran noir à Phalsbourg depuis 2018. Vous verrez que le cinéma Rio a su s'offrir une deuxième vie avec une offre plutôt atypique. Et nous pousserons également les portes du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. La structure a rouvert ses portes ce 15 mars sous le signe du franco-allemand. Pour vendredi, le temps sera sec avec de belles éclaircies toute la journée, mais le ciel risque de s'ennuager au fil des heures. Comptez entre 3 et 4 degrés au réveil, les températures deviendront printanières l'après-midi, 17 degrés au plus haut. La crise actuelle n'épargne pas les structures culturelles, coût de l'énergie, masse salariale. Ce soir, on va s'intéresser à l'Orchestre national de Metz. Est-il en danger ? On va faire le point avec notre invitée du jour, Florence Salibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Cité musicale. Vous allez notamment évoquer l'aide exceptionnelle du ministère dans un instant, le temps de développer le reste de l'actualité. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer, a déclaré la première ministre Elisabeth Borne pour expliquer l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par l'exécutif. De quoi faire passer la réforme des retraites très controversée, la faire passer en force sans nouveau débat à l'Assemblée nationale, assemblée particulièrement chahutée et révoltée, ne laissant presque pas de place au discours de la première ministre. Les premières motions de censure pour renverser tout cela ont été annoncées, notamment par le Rassemblement national. Et ces vives réactions étaient à prévoir, notamment dans la rue. Dès l'annonce de ce 49.3, les syndicats n'ont pas manqué à l'appel et se sont rassemblés aujourd'hui. Jean, bonsoir. Vous êtes devant la préfecture de la Moselle. Que se passe-t-il ? Bonsoir Rani, effectivement plusieurs manifestations surprises se sont organisées un peu partout en France après cette annonce, le déclenchement donc de l'article 49.3 pour adopter ce projet de réforme des retraites. Ici aussi à Metz, une grosse centaine de personnes sont venues montrer leur mécontentement devant la préfecture et je suis d'ailleurs avec Dimitri Norsa, le secrétaire général de la CGT Moselle. Quel est le sentiment qui vous habite aujourd'hui ? Le premier sentiment qu'on ressent aujourd'hui en fait c'est de la colère face à la volonté du gouvernement de passer en force, de passer contre la majorité des citoyens, de passer contre la majorité des représentants des citoyens qu'est l'Assemblée. Et donc, oui, une forte colère qui est venue s'exprimer dès aujourd'hui, dès cet après-midi, devant la préfecture. Et quelle est la suite maintenant ? Jusqu'où cette mobilisation peut-elle tenir selon vous ? La mobilisation, ça fait 2 mois qu'on l'a commencé, 8 journées de grève et de manifestation. Et au niveau de l'intersyndicale départementale et nationale, on continue à appeler à se mobiliser, on continue à appeler les salariés à se mettre en grève, à bloquer l'économie comme on l'annonce depuis plusieurs jours maintenant, pour vraiment faire reculer le gouvernement. Mais on n'a pas l'impression justement que ça peut faire reculer le gouvernement sur ce projet de loi. Nous, on est convaincus que si ça peut faire reculer le gouvernement, on attend juste que le mouvement prenne encore plus d'ampleur. Il faut qu'on arrive à passer un nouveau cap. Peut-être que l'utilisation du 49.3 va nous aider à obtenir cette mobilisation supplémentaire. Mais en tout cas, nous, l'intersyndicale, on appelle tous les travailleurs et travailleuses à se mettre en grève. Voilà, Urani, vous l'aurez compris, cette annonce fait forcément réagir. Et comme vous l'avez dit, des motions de censure vont d'ailleurs être déposées par l'opposition. Merci beaucoup Jean pour ces explications. Les syndicats n'ont donc pas dit leur dernier mot. En parallèle, depuis lundi, l'Assemblée nationale étudie les 650 amendements du projet de loi d'accélération du nucléaire. Un texte destiné à faciliter la construction de 6 nouveaux réacteurs nouvelle génération, promis par Emmanuel Macron à l'horizon 2035. Le maire de Cattenom, Bernard Zenner, suit le dossier avec attention. L'élu qui héberge déjà une centrale nucléaire se dit favorable à la création de 2 nouveaux EPR. On l'écoute tout de suite. Du fait qu'il y a une acceptation aujourd'hui des habitants de la centrale nucléaire qui pour eux fait partie du paysage, les infrastructures existent et le plan local d'urbanisme en tout cas prévoit l'extension de 2 tranches. Donc en fait tout est prêt sur la commune de Cattenom pour accueillir 2 EPR et c'est pour ça que j'ai levé la main pour le fait que le président de la République a annoncé 6 EPR.
donc, qui sont quasiment affectés. Ponly, Gravelines, ça va se jouer entre Tricastin et Bugey. Et donc il y a 8 EPR qui sont prévus. Et donc j'ai levé la main pour être candidat en tout cas aux 2 EPR sur Cattenom. Le nucléaire a une tendance de vie de 50-60 ans, donc je vise aujourd'hui 2 EPR pour aller au-delà de 2100. Dès que les EPR démarrent, il y en a pour 60 ans, donc j'assure la pérennité, je dirais la souveraineté énergétique de la France. On a aujourd'hui Cattenom qui produit avec 4 tranches nucléaires, qui produit 8% de la production nationale, et donc je veux poursuivre en tout cas cet effort que Cattenom fait à cette production décarbonée et pas chère. Les accords de Paris ne sont pas respectés, en tout cas par la France, sur le transport et sur le chauffage, et que notre électricité est déjà décarbonée. Donc il faut poursuivre l'électricité exemplaire qu'a la France par rapport à l'Allemagne qui a une autre politique. Je pense qu'il faut poursuivre l'exploitation de nos réacteurs le plus longtemps possible et continuer à produire une électricité décarbonée, et c'est bien une lutte contre le réchauffement climatique. Vous vivez à Metz et êtes passionné par le patrimoine ou simplement curieux, que diriez-vous de découvrir l'histoire de votre logement ou encore du centre-ville messin directement depuis votre ordinateur? C'est possible grâce à Metae, une plateforme lancée en décembre 2022 par les archives municipales de Metz. Regardez. On a pris des photos anciennes de la ville qui étaient dans nos fonds et on a repris la photo aujourd'hui pour les superposer et voir comment a évolué le quartier. Là, on a la place Raymond-Mondon, on retrouve la tour Camoufle au milieu, et c'est finalement la seule chose qui est restée de la fin du 19e siècle, puisque s'y trouvaient les remparts et les fossés. Photos, mais aussi cartes postales ou encore permis de construire, plus de 160 000 documents des archives municipales ont été numérisés depuis le lancement du projet Metae en 2020. L'objectif de cette plateforme, rendre accessible l'histoire du centre-ville de Metz directement depuis son ordinateur. Vous pouvez cliquer sur une habitation, la rue des Allemands par exemple, et s'il y a 4 ou 5 permis de construire à des époques différentes, vous allez pouvoir remarquer que d'abord, vous allez avoir le premier permis de construire de la construction du bâtiment, ensuite peut-être que c'est devenu une boutique, ensuite c'est redevenu un immeuble d'habitation, et peut-être qu'aujourd'hui c'est une boulangerie. Vous allez avoir l'évolution de tout le bâti et d'un patrimoine méconnu de la ville de Metz. Rendu possible en partie grâce à une subvention de la DRAC à hauteur de 15 000 €, Metae répond au Code du patrimoine qui impose une mise en ligne des archives. Mais les archivistes messins ont souhaité aller plus loin dans la démarche en proposant notamment des expositions virtuelles. Actuellement en ligne est La Lumière fut, où l'on découvre l'histoire de l'éclairage public messin au fil des siècles, en quelques clics seulement. Depuis le lancement du site fin 2022, plus de 4000 curieux ou passionnés sont déjà allés fouiller dans les archives. La numérisation avait d'abord concerné l'état civil, bien entendu, puisque c'est une forte demande, mais on a aussi une forte demande sur l'histoire de la ville, les permis de construire, etc. Je dirais de la Chine aux États-Unis, enfin tous ceux qui ont accès au net peuvent effectivement consulter les archives. C'est d'ailleurs extraordinaire parce que ça simplifie les démarches. Metae simplifie les démarches des utilisateurs et permet aussi de préserver quelques-uns des 7 km linéaires de documents stockés précieusement, parfois fragilisés par le temps. Pour l'heure, seul un quart des archives du centre-ville messin ont été numérisées. À terme, l'objectif est de proposer une expérience similaire pour tous les quartiers de Metz. Ouvert en 1959, le cinéma de Phalsbourg est resté fermé 42 ans avant de rouvrir ses portes en 2018. L'association Le Scénar Rio a offert une nouvelle vie à ce lieu en lui offrant un aspect culturel, mais surtout convivial. Aymeric Guillaume nous fait visiter. Malgré son ambiance rétro, le cinéma Rio s'est trouvé une seconde jeunesse. Après une fermeture actée en 1975, l'association Le Scénario a décidé de reprendre le flambeau. De nombreux travaux ont eu lieu là où mêlent aujourd'hui de nombreuses références au 7e art, et ce n'est pas fini. Alors, le projet il a commencé en 2017, et la première année, oui, ça a été vraiment une grosse année où on a tout restauré, enfin une grosse partie. Donc c'est des parties de touches, mais oui, ça prend du temps et ça prendra du temps. Mais on n'est pas pressé de toute façon, comme c'est un projet à long terme. Aujourd'hui, ce ciné-club n'abrite pas les derniers films à la mode. Ici, le concept est plutôt basé sur des soirées thématiques, les concerts, dédicaces ou encore les shootings photos. Plus encore, le concept de soirée privée a vu le jour et s'est même inscrit dans l'ADN de cet établissement.
Alors à la base, c'était que pour la Saint-Valentin, mais ça a tellement eu de succès que finalement on a décidé de fêter l'amour toute l'année au Rio. À la demande du client, on peut avoir soit une projection ou un concert privé, une soirée dansante, des jeux, blind test, karaoké, etc. Donc ce soir, vous êtes seul le temps d'un repas. Pour ce couple, ce sera soirée en amoureux avec une projection de film sur le même thème. Une salle privatisée rien que pour eux, c'est une bonne raison de trinquer. Complètement. Carrément, bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas courant. Donc voilà, pouvoir profiter de cet endroit dans cette situation, c'est magique. Au-delà de son succès, le Cinéma Rio, c'est aussi des projets. Actuellement, il est possible de soutenir l'établissement grâce à une campagne de financement participatif originale permettant de restaurer les 70 sièges de cinéma d'époque. Plus encore, l'hébergement sous forme de JT dans les petits papiers. Mais en attendant, place à la prochaine séance. Entre-temps, Alicia Hublot nous a rejoint pour parler de la culture sous toutes ses formes. Bonsoir Alicia. Bonsoir Uranie. On va démarrer tout de suite avec une semaine pour le moins extra qui aura lieu à Thionville. Un événement que l'on aime puisque pendant une semaine, effectivement, vous allez pouvoir découvrir des spectacles sélectionnés et ou joués par les ados. Pour les ados, une belle occasion pour ces derniers de se frotter au spectacle vivant et avec lui d'interroger le monde et puis bien sûr d'être traversés par moultes émotions. Dès samedi et jusqu'au 24 mars, les journées seront riches en découvertes avec des spectacles comme On ne dit pas j'ai crevé où Enera Bollen nous parle de la mort pour mieux nous aider à l'apprivoiser, tandis que Rebecca Chaillon, avec Plutôt vomir que faillir, s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à vivre en paix avec eux-mêmes, librement, sans jugement. Moi, perso, j'ai craqué sur Ville de papier de la chorégraphe Cécile Loyer qui témoigne ici de l'accueil que nous faisons aux demandeurs d'asile. Regardez. Voilà le très beau spectacle Ville de papier qui est à découvrir dans le cadre de la semaine extra proposée par le Nest de Thionville jusqu'au 23 mars et à partir du 18. Notez que vous allez pouvoir également danser lors de la soirée d'ouverture et de clôture puisqu'un grand dance floor sera mis à disposition et une scène ouverte également. Ça c'est chouette. On passe à la musique à présent avec Patrice, un artiste reggae mais aux influences multiples. Exactement, elle est même baptisée cette musique swagée, un mélange de swag et de reggae parce qu'elle puise à la fois dans le jazz, le blues et plus encore. Patrice, artiste sierra-léonais allemand qui compte plus de 20 ans de carrière derrière lui et qui aujourd'hui revient avec 13 titres de ses plus grands titres qu'il a revisités pendant le confinement dans sa maison d'enfance à Cologne. Il a voulu en faire un album chaleureux. Il n'y a plus qu'à écouter. Voilà, Patrice de retour avec son super album. Il est en tournée dans toute la France et je sais que ça va vous plaire, Uranie, puisque c'est une tournée éco-responsable qu'il propose. Pas de tourbus, il se déplace en voiture électrique avec ses 7 musiciens. Il va récupérer les instruments qui seront mis à disposition sur place. Et il n'y a pas d'affiche, pas de tracks, etc. Super concert en perspective. Et ça se passe où ? À la BAM, demain, vendredi 17 mars, à partir de 20h30. Patrice, que l'on retrouvera également dans la boîte à malice très prochainement. On va prendre maintenant la direction de l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz, qui accueille un programme de ballet signé Ralph Rossa, qui nous a quittés en 2022. Oui, et le premier est mythique, puisqu'il s'agit du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, un ballet qui marque l'entrée de la danse dans la modernité et dans lequel il est question d'une communauté qui va sacrifier une de ces jeunes femmes pour glorifier la divinité du printemps. Un ballet qui sera également précédé par Maison de Bernarda Alba, un chef-d'œuvre de Garcia Lorca, mis en musique par le compositeur Péteris Vasque.
Et pour vivre ces instants, rendez-vous sur la scène de l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole Metz du 16 au 19 mars prochain. Et on va conclure cette rubrique avec 2 bonnes nouvelles que vous avez à annoncer. Ça concerne Blida et le Nancy Open Air. Exactement, puisque Blida, le festival Blida, est de retour pour une 2e édition. Elle aura lieu le 1er, 2 et 3 juin, avec en tête d'affiche Bagarre ou encore Roman Santarelli. Et puis autre bonne nouvelle avec ce Nancy Open Air, qui après Indochine, Muse ou encore Ayana Kamura, va accueillir les Italiens de Maneskin. Ça sera le 6 septembre prochain. Et à mon avis, il va falloir se dépêcher. Les places seront mises en vente dès le 22 mars. Soyez aux aguets. Merci pour cette bonne dose de culture qui fait du bien, comme à chaque fois. Et à la semaine prochaine, Alicia. Volontiers. Ce 15 mars, c'était également le jour de réouverture du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Et pour marquer le coup, les équipes ont organisé des spectacles et des animations sur le thème, cette année 2023, sur le thème franco-allemand. Un reportage de nos confrères de Mosaïque Cristal. Le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim rouvre ses portes après une fermeture hivernale. Pour fêter le démarrage de cette nouvelle saison, des animations et des spectacles ont été organisés hier. 1, 2, 3. Oh, merci. Oh, tu connais les chaussettes? Oh non, qu'est-ce que c'est? Oui, très petit. Je pense trop petit pour moi. Oui. Cette année, la thématique est tournée vers le franco-allemand. Les temps forts de la saison 2023 sont 2 expositions temporaires débutant en mai. L'une présentera l'alimentation au temps des Romains et fera une comparaison avec notre alimentation d'aujourd'hui. La deuxième sera consacrée à la princesse de Schengen et aura lieu du côté allemand. Et bien sûr, vous pourrez visiter le parc tout au long de la saison. Comme chaque année, le gros événement sera Vita Romana les 12 et 13 août. C'est un spectacle inédit qui vous attend, puisque pour la première fois, il aura lieu sur l'ensemble du site archéologique, soit en Allemagne et en France. Un événement qui promet donc d'être important. Et en sport, vous avez pu le suivre, Metz Handball a remis les pendules à l'heure après sa frayeur de vendredi dernier à Toulon. En s'imposant d'un tout petit but 32-33, les Dragons se sont vengés 37-21 face à Saint-Amand-les-Eaux lors de la 18e journée de la Ligue Butagaz Énergie. Elles ont fait la différence avec l'entrée en jeu d'Atadou Sako, auteur de 13 arrêts dont 3 pénaltys en 30 minutes, alors que Bruna De Paola et Chloé Valentini ont enflammé le public des arènes au gré de buts très spectaculaires. Le club de Thierry Weisman caracole en tête du classement avant la finale du championnat contre Brest le 29 mars prochain à domicile. C'est une rencontre que vous pourrez suivre sur Moselle TV. À noter que Julie Leblévec, l'ailière droite Messine, sera l'invitée de Dragon Mag. Ça sera ce vendredi à 18h30. À l'heure où la culture tente de sortir la tête de l'eau, quel avenir pour l'Orchestre national de Metz et la cité musicale dans sa globalité? On fait le point avec l'invité du jour. Florence Alibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de la Cité musicale de Metz. L'Orchestre national, je lance la question tout de suite, est-il en danger ? Alors, il n'est pas en danger, notre existence n'est pas menacée, mais nous sommes effectivement aujourd'hui dans une impasse budgétaire qui est due à une hausse continue de nos coûts, liée à l'inflation, à la hausse de la masse salariale et à une stagnation de nos financements publics depuis plusieurs années, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons du mal à pouvoir envisager de mener à bien toutes nos missions. Alors, le ministère de la Culture l'avait annoncé il y a quelques semaines déjà. Face au coût de l'énergie, justement, une aide exceptionnelle a été allouée à 17 structures du Grand Est. 2 sont concernées en Moselle, la salle Le Gueulard Plus à Nilvange et l'Orchestre national de Metz, qui va donc recevoir 30 000 € exceptionnellement. C'est un vrai coup de pouce pour la structure ? Alors c'est un vrai coup de pouce, c'est une bouffée d'oxygène et nous saluons cette aide bien sûr du ministère de la Culture, mais nous attendons maintenant d'autres réponses pour faire face à cette situation qui n'est pas seulement conjoncturelle mais structurelle, en mettant autour de la table tous nos partenaires publics. Est-ce que c'est suffisant pour voir l'avenir plus sereinement, ces 30 000 €? Alors en tout cas pour cette année 2023, ça va nous aider effectivement à passer le cap, mais si on considère les années qui viennent, il va falloir qu'on trouve aussi d'autres solutions ou faire des choix parmi toutes les missions de l'orchestre qui sont très nombreuses, à la fois de diffusion sur le territoire de toute la région Grand Est, mais aussi en direction de tous les publics à travers des actions d'éducation artistique et culturelle par exemple. Alors c'est une aide que vous avez perçue puisque vous êtes labellisé Orchestre national en région. Pour mieux comprendre les difficultés
difficulté, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne l'Orchestre national. La masse salariale représente 85% des dépenses de fonctionnement. Aujourd'hui, sans solution concrète, cela risque de compromettre l'essence même de l'orchestre, c'est-à-dire les musiciens. Oui, puisque un orchestre permanent, c'est avant tout un collectif de musiciens. Donc nous avons 72 musiciens permanents qui habitent sur le territoire, qui sont en contact permanent avec les habitants. Et donc effectivement, cette impasse budgétaire risque aussi de mettre en danger en fait cet emploi permanent et cette présence sur le territoire. Donc on est très très inquiet de cette situation. Alors quelle solution s'offre à vous ? Est-ce que vous avez déjà des pistes ? Alors les pistes, c'est déjà des discussions avec l'ensemble de nos financeurs, l'État bien évidemment, la ville de Metz, la région, l'Eurométropole de Metz, et puis peut-être des choix à faire dans les missions qui sont les nôtres et qui sont extrêmement nombreuses. L'orchestre donne plus de 90 concerts par an, à la fois à Metz mais sur tout le territoire de la région, et puis comme je le disais, va à la rencontre de tous les publics, qu'il s'agisse des scolaires, des résidents des EHPAD. Nous étions encore à l'hôpital il y a quelques jours, donc on se déploie très largement sur tout le territoire, et donc il y aura peut-être des choix à faire entre ces différentes missions. Est-ce que vous allez devoir faire des choix aussi sur la création artistique, peut-être enlever à l'affiche certaines œuvres qui peut-être ne rempliraient moins les salles ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on soutient beaucoup la création, on passe des commandes à des compositeurs, on fait vivre le répertoire. Et aujourd'hui, si nous devons effectivement trouver des solutions budgétaires à notre situation, ça peut être aussi de remettre en question ce soutien à la création, car effectivement des œuvres de musique contemporaine peuvent moins attirer le public par rapport à des œuvres du grand répertoire. Donc on pourrait être amené à faire aussi ce type de choix, ce qui serait extrêmement regrettable pour aussi la vivacité de la création contemporaine d'aujourd'hui. J'imagine que vous ferez en sorte que ça n'arrive pas, en tout cas dans la mesure du possible. Alors la Cité musicale, dans sa globalité, avec toutes les salles qui la composent, continue tout de même de proposer une programmation riche et variée. De belles surprises nous attendent pour le reste de la saison 2023 ? Alors, énormément de concerts jusqu'à la fin de l'année, mais si on veut retenir peut-être quelques dates, alors déjà demain soir, vendredi 17 mars, nous aurons le plaisir d'accueillir Jonathan Fournel, un jeune pianiste mosellan qui a gagné en 2021 un des concours internationaux les plus importants pour le piano, et donc qui sera à l'Arsenal de Metz, puis à Sarrebourg samedi et à Sarreguemines dimanche dans un concerto pour piano de Chopin. Du côté des musiques actuelles, pour les amoureux de la pop, nous aurons le plaisir d'accueillir deux anciens du groupe Thérapie Taxi, qui a été un succès phénoménal, plus de 400 000 albums vendus, donc avec AD, d'abord Alabama le 24 mars, et puis Zawi au Trinitaire le 1er avril. Et puis pour les amoureux de la danse, puisque la Cité musicale, c'est aussi tout ce foisonnement et toutes ces esthétiques, nous accueillerons la grande chorégraphe Anne-Thérèse de Kersmaker, donc le 31 mars, dans un spectacle autour des mystères, des sonates du mystère, autour de la rose, en hommage aussi à toutes les Rosa Parks, Rosa Luxembourg, qui ont été des résistantes au fil du temps. Voilà, donc un très beau spectacle à découvrir. Merci beaucoup pour ces quelques coups de cœur. On ne peut pas être exhaustif ce soir. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur le site citémusical-metz.fr. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. À bientôt. Merci, à bientôt. La ville de Metz et le département de la Moselle semblent attirer de plus en plus, si bien que le célèbre antiquaire est très médiatisé. Julien Cohen a jeté son dévolu sur la vallée de la Horne, mais a également eu un coup de cœur pour la rue des Jardins à Metz. Son potentiel projet, la création d'une maison de brocanteur, à l'image de ce qu'il a déjà réalisé dans la Somme par exemple, des lieux rassemblant des professionnels brocanteurs et d'autres cabinets de curiosité. En Moselle, l'idée serait donc de mettre en lumière notre passé sidérurgique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, notre site internet, mais également sur notre application mobile. Pour la suite de votre programme, retrouvez bien évidemment l'équipe de Graolimac dans un instant. Très belle soirée sur Moselle TV.